Nous revenons maintenant à notre ordre du jour, qui est l'ouverture de notre cycle Afrique. Comme vous le savez, les événements récents en Afrique et récemment au Sahel, au Gabon, questionnent légitimement notre politique africaine. Et d'ailleurs, le gouvernement a jugé nécessaire qu'un débat ait lieu à l'Assemblée en organisant ce débat, donc en proposant ce débat qui aura lieu mardi prochain. Au centre de ces interrogations apparaît souvent le questionnement sur le niveau de militarisation de notre politique africaine. Après le travail que nous avons fait l'an dernier sur le retour d'expérience de la guerre en Ukraine, il nous a semblé donc légitime et nécessaire que la Commission de la Défense s'empare de ce sujet, et d'autant plus que l'on constate une montée en puissance en Afrique de nos compétiteurs stratégiques et parfois même une dégradation de l'image de la France auprès de certaines franges de la population. Alors, pour nos travaux, nous pourrons nous appuyer sur tout le travail déjà réalisé au sein de notre Assemblée et au Sénat. Je pense notamment au rapport que viennent de déposer nos deux collègues de la Commission des Affaires étrangères, Bruno Fuchs, que je remercie aujourd'hui pour sa présence, et Michel Tabarot. Et je pense qu'ensemble, il faut qu'on arrive également à se projeter, à dépasser le bilan pour s'interroger sur un grand nombre de questions et de repartir sur, objectivement, l'objectivation de quels sont nos intérêts en Afrique, quels sont nos objectifs, quelle forme pourraient prendre nos engagements auprès des pays africains et, bien entendu, pour ce qui concerne notre commission, quelle est la déclinaison en matière de défense et de sécurité de ce partenariat stratégique. Mon objectif en tant que président de commission est de vous donner des éléments d'appréciation et de réflexion afin que les groupes politiques puissent derrière en faire des propositions, et si possible des propositions qui peuvent converger et être apportées dans le débat public national et éclairer les décisions qui seront à prendre par notre pays. Compte tenu de la variété des enjeux, il nous était bien entendu impossible de nous limiter au point de vue uniquement militaire. Donc même si les enjeux de défense seront bien entendu une référence constante dans ce cycle, il nous a semblé important d'avoir une focale beaucoup plus large, multidimensionnelle et continentale, en abordant dans un premier temps, avant les enjeux proprement sécuritaires, les autres volets de notre action, financiers, économiques, culturels, en matière de développement. C'est pourquoi j'ai proposé à d'autres commissions de s'associer à nos travaux, et nous aurons plusieurs auditions conjointes, dont dès la semaine prochaine, une audition, je pense à de Lamartine par exemple, avec la Commission des Finances, concernant la question de la dette en Afrique, la question du franc CFA, qui est une question importante. On aura également, avec d'autres commissions, comme la Commission du développement durable, la Commission des affaires européennes, des travaux en commun, par exemple sur l'impact du dérèglement climatique sur la situation en Afrique, et j'espère que d'autres commissions pourront également travailler avec nous. On travaillera également avec la délégation française de l'APF sur les enjeux de la francophonie, et j'espère également avec la commission des affaires étrangères, et bien entendu les présidents de groupes d'amitié des pays africains peuvent bien entendu s'associer également à nos travaux. Et l'ensemble de ces travaux fera l'objet d'un recueil à l'image de ce que nous avions fait sur le retour d'expérience de la guerre en Ukraine, où les groupes politiques pourront également s'exprimer. En tout cas, je les invite à le faire. Alors, pour l'ouverture de ce cycle, il nous a semblé déjà dans un premier temps indispensable de mieux comprendre et connaître l'Afrique. Et d'ailleurs, notre interlocuteur pourra nous dire s'il est pertinent de parler d'une Afrique ou s'il ne faudrait pas plutôt parler d'Afrique au pluriel, compte tenu de la diversité de ce continent. Et il me semblait que le meilleur choix était de convier Achille Mbembe, que je suis particulièrement fier et heureux d'accueillir aujourd'hui en visioconférence, puisque je crois que vous êtes en ce moment à Dakar. Alors, il est difficile de vous décrire en quelques mots, mais je rappelle que vous êtes à la fois philosophe, écrivain camerounais, que vous avez enseigné au sein des universités les plus prestigieuses, que vous êtes actuellement professeur d'histoire et de sciences politiques à l'université à Johannesburg, ainsi que directeur de la Fondation pour l'innovation et la démocratie. Monsieur Mbembe, dans le cadre du sommet Afrique-France qui s'est tenu le 8 octobre 2021 à Montpellier, vous aviez été chargé par le président de la République Emmanuel Macron de rédiger un rapport sur les nouvelles relations Afrique-France, et vous pourriez sans doute aujourd'hui revenir sur vos principales propositions, si elles vous apparaissent toujours adaptées dans le contexte actuel. Vos travaux ont acquis une renommée certaine, en particulier la thèse de la juste distance démocratique et politique,
qui, selon vous, devrait caractériser les relations entre la France et le continent africain. Aussi, nous sommes vraiment très heureux de vous entendre sur les modalités concrètes de ce nouveau positionnement et sur les conditions d'un partenariat renouvelé entre la France et les États africains. D'une manière plus récente, et j'en terminerai là, vous défendiez dans les colonnes du Monde en août dernier que les putschs en Afrique de l'Ouest annoncent la fin d'un cycle qui aura duré près d'un siècle, laissant le continent africain dans le choix entre le néo-souverainisme et la démocratie. Comment expliquez-vous ces évolutions, et quelles conclusions en tirez-vous du point de vue de la relation que devra avoir la France avec l'Afrique? Selon vous, quelle est notre place? Quelle est la place également de l'Union européenne dans cette relation-là? Voilà, Monsieur Membe, je vous laisse désormais la parole en comptant sur votre hauteur de vue et sur votre esprit critique aussi, car nous en avons besoin pour avancer. Monsieur Membe, vous avez la parole. Alors, votre micro est désactivé actuellement. Je crois que vous devez l'activer. Et voilà, parfait. Merci. J'étais en train de remercier le président de m'avoir invité à cet exercice, et je remerciais à l'occasion les membres de votre commission, ceux qui sont présents dans la salle et sans doute d'autres qui nous suivent de loin. Le président lui-même a fait état de l'ampleur de la tâche à laquelle on est tous confrontés. Il y a quelques jours, nous avons reçu les propositions du rapport des deux membres de la Commission des Affaires étrangères, Bruno Fuchs et son collègue. Et donc, peut-être dans un premier temps, j'aimerais faire une série de remarques, peut-être d'ordre général, mais en fait, qui essayent de cadrer un tout petit peu notre débat. Et ce sont des remarques relativement brèves. Je pense que lors de l'interaction qui suivra, on pourra aller dans les détails. Je voulais commencer par souligner le fait que depuis le coup d'État intervenu au Niger, les critiques de la politique africaine de la France se sont amplifiées. Elles fusent de partout en réalité. Elles ne sont pas exactement les mêmes et revêtent une teneur différente selon qu'elles proviennent des milieux militaires et du renseignement, des acteurs du développement ou de la coopération culturelle en particulier, des mouvements de défense et de protection des migrants et des réfugiés, des milieux de la recherche scientifique, voire des milieux diplomatiques. Évidemment, je n'oublie pas les milieux d'affaires où certains estiment que, parfois, que l'aide au développement devrait servir en priorité à l'expansion des entreprises françaises en Afrique. Donc, ces critiques, disons, franco-françaises sont importantes et il faut les entendre. Je voudrais néanmoins m'appesantir sur les critiques qui émanent du continent lui-même et qui sont, elles aussi, loin d'être homogènes. En un mot, elles portent sur la supposée persistance de l'héritage colonial et du système dit de la France-Afrique. Ce système, on le sait, fut progressivement mis en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Ce système avait pour but, on le sait aussi, de prolonger la mainmise de la France sur ses anciennes possessions africaines par-delà l'indépendance formelle, le mélange de mécanismes officiels assumés ou revendiqués et des logiques, au fond, de l'ombre. Beaucoup l'ont décrit, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais par contre insister sur la critique qui est faite
par divers milieux en Afrique de trois de ces piliers. Le premier pilier, c'est évidemment, Monsieur le Président, vous l'avez mentionné, le système du franc CFA. Lorsqu'on écoute ceux et celles qui militent aujourd'hui sur le continent pour la réforme des relations de la France et d'Afrique, cette question de la persistance du franc CFA revient évidemment les bases militaires. Les bases militaires sont contestées. Beaucoup pensent qu'elles sont illégitimes et qu'elles ne correspondent pas à l'idée que Monsieur Membe, est-ce que vous nous entendez? Parce qu'on vous a perdu. Alors, il y a justement, c'est bien, ça nous met par la pratique la question des infrastructures numériques en Afrique et au Sénégal, puisqu'on vous a perdu lors de la visioconférence. Est-ce que vous nous entendez actuellement? Oui. 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 Je vous parle du Sénégal. Alors, on fait ça des coupures. Donc, sur ce nombre d'institutions, telles que la francophonie, je n'insiste pas là-dessus. Ce qui me paraît absolument critique, important de partager avec votre commission, a trait plutôt à ce que j'appelle le nouveau cycle historique dans lequel l'Afrique est rentrée. Si on veut réformer la relation entre la France et l'Afrique, il faut bien que l'on comprenne qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Et je pense que du côté africain, nous sommes entrés dans un tournant historique. Un tournant historique est en cours. Et ce tournant historique est mu en particulier par des forces endogènes, dans le sens où le continent fait l'expérience de transformations multiples et simultanées, d'ampleur évidemment variable, mais qui touchent tous les ordres de la société et qui se traduisent par des grandes ruptures, des petites ruptures, en tout cas des ruptures en cascade. Je pourrais donner plusieurs exemples de ce point de vue, mais il me semble que deux choses au moins caractérisent ce nouveau cycle historique. Un, c'est un cycle au cours Alors, Monsieur Membe, alors à nouveau, il y a une coupure. Je vous propose, si vous le pouvez, de couper la vidéo. Comme ça laissera davantage la caméra, pardon, uniquement. Comme ça laissera davantage de place dans la bande passante pour l'audio. Est-ce que vous m'entendez? Monsieur Membe, est-ce que vous m'entendez? On a toujours la connexion en ligne. Donc la vidéo est coupée désormais? Ouais. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on bascule sur l'audio pour avoir plus la chance de vous entendre, puisque la vidéo, a priori, prend beaucoup de bande passante. Donc apparemment, on me dit que vous êtes déconnecté. Donc c'est bien, mais on aura il y a le sujet de l'enclavement de l'Afrique qui existe, et parmi l'enclavement, la question des infrastructures numériques. On va essayer d'attendre Voilà, Monsieur Membe, alors, a priori, vous êtes de retour. Et pourtant, même de Dakar, on voit qu'il y a des difficultés. Dakar qui pourtant a un câble optique qui arrive sur la côte.
Monsieur Membe, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Donc, vous avez été coupé quand vous parliez du nouveau cycle historique avec des forces endogènes. Oui. On parlait de ce nouveau cycle historique qui sera déterminé en grande partie par les forces endogènes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la France, tout comme d'ailleurs ses compétiteurs, jouera un rôle secondaire dans ce nouveau cycle historique. Alors la question, c'est de savoir si oui ou non, la France est prête à accepter que son rôle désormais sur le continent sera secondaire. Et si elle l'accepte, qu'est-ce que cela implique pour, disons, l'ensemble de ces les formes d'intervention, les outils, les ressources qu'elle y met, ainsi de suite. Ce nouveau cycle historique sera également caractérisé par une accélération des luttes internes pour le contrôle des moyens de prédation. Et je pense qu'une partie des coups d'État que l'on a connus récemment font partie justement de ce mouvement interne, la lutte pour le contrôle des moyens de prédation. Les coups d'État, de ce point de vue, ne vont pas nécessairement mettre fin aux logiques de la prédation qui se sont elles-mêmes accélérées, je dirais, au détour des années 1990, lorsque l'Afrique est rentrée sous la coupe des institutions financières internationales et ont été ces pays obligés non seulement de consacrer l'essentiel de leurs revenus au remboursement de la dette, mais ont été également obligés de presque tout privatiser, ouvrant de ce fait un nouveau cycle de lutte pour l'accumulation, un nouveau cycle d'inégalités qui n'ont pas arrêté, disons, de croître depuis lors. Et donc, les coups d'État sont des symptômes, au fond, de ces lames de fond, de ces transformations en profondeur. Je pense que lorsqu'on observe les choses de près, tous les États africains en ce moment se caractérisent par une emprise plus ou moins forte du militaria sur les positions de pouvoir et d'accumulation. Militaria, c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas seulement les forces armées formelles, si vous voulez, mais c'est tous ceux qui peuvent mettre la main sur des armes. Les forces armées ne contrôlent pas, n'ont pas le monopole, disons, du contrôle sur la force. Celle-ci est éparpillée en plusieurs, disons, intermédiaires et organisations. Et donc, par rapport à tout cela, il me semble que, disons, il faut réactiver le projet démocratique. Il faut réactiver le projet d'une démocratie substantive qui irait au-delà des réformes qui ont été introduites ici et là dans les années 90 et qui ont abouti au multipartisme. Mais l'introduction du multipartisme n'a pas signifié fondamentalement le passage à la démocratie, sauf si, évidemment, on s'accorde à dire que celle-ci est une démocratie purement électorale. Et encore. Et donc, il faut relancer le projet démocratique, l'agenda démocratique sur le continent. Et ce sera fait fondamentalement par des forces africaines. Ce sera fait par des forces africaines qui accepteront d'initier sur le terrain et dans la durée un mouvement de fond adossé lui-même
à de nouvelles coalitions sociales, intellectuelles, culturelles, qui accepteront de travailler sur le temps long. Alors, quelle est la place de la France dans ce type de projet? Je crois que la France a une place dans ce projet de réanimation de la création générale en Afrique, l'autre nom de la démocratie. Elle a une place, je pense, à certaines conditions. Premièrement, elle a une place si elle accepte de faire un certain nombre de choix. Il y a 3 choix, à mon avis, qui sont possibles. Le premier choix serait celui de l'entêtement, c'est-à-dire des interventions militaires à répétition, une suite sans fin d'opérations extérieures conduites par des forces spéciales, etc., etc. La logique sécuritaire réduite, disons, à son degré zéro, qu'il faut remplacer, à mon avis, par une conception de la sécurité élargie, sécurité humaine, qui comporterait bien évidemment un aspect militaire, mais pas que un aspect militaire. Et donc, il y a le choix de l'entêtement. Je vois très mal, il est en tout cas difficile de voir quels seraient les objectifs à long terme de cette politique de la force. Je crois que dans le climat actuel, avec la montée du néo-souverainisme en Afrique, une telle option serait l'équivalent d'un autosabordage. Il y a une deuxième voie qui est celle de la purge, ou si vous voulez, de la rupture unilatérale. Comme vous le savez, ce scénario avait été mis en œuvre en 1958 en Guinée-Conakry, au moment de la décolonisation. Il me semble qu'une version soft de cette déconnexion, par défaut cette fois-ci, est en cours au Mali, au Niger, où au fond la France n'est plus au centre du jeu. Alors pour le moment, il est difficile de voir à quoi tout cela correspond. Je crois que ça se traduit concrètement pour ceux qui ont visité ces pays récemment par une espèce, un début d'assèchement des rentes de toutes sortes, des rentes militaires, rentes de l'aide publique au développement, rentes alimentaires. Il est très difficile pour le moment, je dirais, d'en mesurer les conséquences. Et donc, on attendra les conséquences de part et d'autre. Je crois qu'une fois la purge terminée, peut-être des possibilités de reconstruire quelque chose d'autre sur des bases différentes se présenteront. On ne sait pas. Pour le moment, on n'en sait rien. La troisième option, qui exige, à mon avis, les temps, consiste à forger consciemment une autre voie que j'appelle la voie de la juste distance. Et on pourrait en parler tout à l'heure si vous voulez. Je crois que la voie de la juste distance, elle est d'ores et déjà à l'œuvre. D'ailleurs, dans certains pays, moi je vis en Afrique du Sud, je travaille très étroitement avec l'ambassade de la France en Afrique du Sud. Et je vois comment est-ce que la relation avec la France, elle est tissée, comment elle s'organise. Je crois que ce qui se passe là-bas est l'exemple même de la politique de la juste distance à laquelle je fais référence. Mais j'imagine qu'il y a d'autres pays, l'Angola, le Nigeria, le Kenya, etc. Et je pense que cette voie de la juste distance permettrait de sauver
ce qui pourrait encore l'être des deux côtés. Pourrait alors commencer une longue période de réinvention avec, de part et d'autre, une fois de plus, de nouvelles coalitions intellectuelles, culturelles, économiques et sociales. Mais pour y parvenir, je crois que la France doit, reconstruire de fond en comble son outil diplomatique sur le continent. J'ai lu le rapport de Bruno. Il contient une longue liste de propositions qui, à mon avis, devraient être prises en considération. Donc, je ne vais pas les répéter. Et d'ailleurs, dans cette liste, place est accordée effectivement à l'idée d'une réinvention de l'outil diplomatique. Il faut réinventer cet outil. Il faut, deuxièmement, tourner le dos à une vision, à mon avis, statique et souvent décontextualisée de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Il faut réinventer ce qu'on appelle paix, stabilité et sécurité. Il faut élargir notre conception de la stabilité, de la paix et de la sécurité afin que cette conception ne soit pas uniquement militaire. Je pense qu'il est évidemment important de lutter contre les groupes djihadistes, mais la lutte contre les groupes djihadistes ne peut pas constituer le tout de la sécurité humaine sur le continent. La sécurité humaine ne peut pas être envisagée non plus uniquement sous le prisme des seuls intérêts européens, à commencer par la protection des frontières extérieures de l'Union, la transformation se faisant du continent en un enclos. Je suis en train de parler de la politique de lutte contre l'immigration dite illégale. Au fond, le meilleur moyen de contribuer à la sécurisation des frontières externes de l'Union sur son flanc africain, c'est de soutenir les politiques de modernisation des frontières à l'intérieur même du continent. C'est de faciliter au maximum la circulation des Africains au sein du continent lui-même. Pour le moment, ce n'est pas du tout la direction, disons, le rôle, fonction que joue cette politique européenne d'externalisation de ses frontières hors du contexte européen lui-même. Alors, il y a bien d'autres conditions. Je pense qu'il faut relancer un nouveau cycle d'innovation et en Afrique. Il faut encourager cela. Il faut réouvrir le débat sur la présence et la légitimité des bases militaires en Afrique. Il faut enfin relancer un débat d'État à État sur l'avenir du franc CFA. Une fois que l'on se sera débarrassé de ces chiffons rouges, je crois on sera donné un espace de respiration pour, disons, poser des bases nouvelles d'une relation bénéfique pour tous. Donc voilà quelques idées rapides. Je les ai développées dans une série de textes pour ceux qui le voudraient, ils pourraient s'y référer. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Membe, pour l'ensemble de ces éléments. Alors, sans la vidéo, effectivement, on vous a beaucoup mieux entendu dans la deuxième partie. Et j'espère qu'un jour, vous pourrez passer physiquement nous voir à la Commission de la Défense lors d'un prochain passage à Paris, en région parisienne. Nous allons désormais prendre les questions des orateurs de groupe qui vont vous questionner en complément de votre propos introductif. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Mounir Belhamiti.
Bonjour à tous, merci Monsieur le Président, professeur Mbembe, Monsieur le Directeur, au nom du groupe Renaissance. Je tenais à vous remercier pour votre exposé et pour la clarté de vos propos. Malgré les soucis techniques, nous vous avons compris. Dans une récente tribune, professeur, publiée dans Le Monde, je crois en août 2023, vous décriviez la montée du néo-souverainisme, version appauvrie et frelatée du panafricanisme, hein, je vous cite, qui grandit sur le terreau du désarroi idéologique, de la désorientation morale et de la crise de sens. Ce sont vos propos. Vous nous en avez dit quelques mots à l'instant. Ce néo-souverainisme recruterait, selon vous, dans la jeunesse continentale et dans les diasporas africaines. Il rompt avec les trois piliers de la conscience moderne que sont la démocratie, les droits de l'homme et une idée d'une justice universelle, puisqu'il se construit contre le concept d'une communauté humaine universelle. Ces adeptes rejettent la démocratie qu'ils considèrent comme le cheval de Troie de l'ingérence internationale. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce phénomène et sur votre vision du rôle de la France dans la défense de ces valeurs avec un C, ces valeurs avec un S, et sur la voie de la juste distance que vous évoquiez à l'instant? Je vous remercie. Merci, Monsieur Mbembe, si vous souhaitez répondre à cette question. Sachant que je vous précise, Monsieur Mbembe, qu'on a une dizaine de questions en tout, donc si vous le souhaitez, vous pouvez dimensionner votre propos en 2, 3, 4 minutes, si possible. Ok, on va essayer. Alors, à mes yeux, ce que j'appelle le néo-souverainisme, c'est beaucoup plus que ce que beaucoup appellent le sentiment anti-français. Disons, ce que l'on appelle le sentiment anti-français fait partie d'un mouvement idéologique beaucoup plus vaste qui est dans le néo-souverainisme. Et dans l'article que vous avez, Monsieur le député, j'essaie de définir rapidement les grandes lignes qui caractérisent ce mouvement idéologique. Je le répète, c'est un mouvement qui gagne en influence et en ampleur, non seulement auprès des jeunes en Afrique, mais aussi dans les certaines sphères dirigeantes sur le continent. Et je réaffirme aussi le fait qu'il puise une grande partie de ses ressources, à la fois idéologiques et matérielles, des diasporas. Au début, c'est un mouvement qui revendiquait la souveraineté entière du continent au moment de la décolonisation. À partir des années 80-90, c'est un mouvement qui s'est érigé en particulier contre ce qui apparaissait comme l'ingérence des institutions financières internationales dans le gouvernement économique du continent, par le biais effectivement des plans d'ajustement structurel, et ainsi de suite. Donc, il y a une dimension purement intellectuelle de ce mouvement. La nouveauté, depuis l'échec des grands mouvements citoyens des années 2000 et l'impasse des transitions dites démocratiques qui avaient été initiées à l'époque, la nouveauté, c'est que c'est devenu un mouvement, je dirais, populiste. C'est un mouvement populiste qui recrute une fois de plus dans toutes les couches de la société, qui utilise énormément les nouvelles technologies numériques qui sont aujourd'hui à la disposition de presque tous ceux qui veulent articuler n'importe quel propos. C'est un mouvement qui émerge également au terme de plusieurs années de déscolarisation qui ont accompagné d'ailleurs la mise en œuvre des plans d'ajustement structurel, du passage des économies africaines d'économies, disons, planifiées à des économies dérégularisées.
Et cette longue période de déscolarisation fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, disons, analphabètes d'un point de vue fonctionnel, mais disposant évidemment de ces technologies, sont capables effectivement de relayer toutes sortes de messages sur les réseaux sociaux. Voilà, si vous voulez, d'un point de vue sociologique, ce que je dirais du néo-souverainisme. Merci. Pour le groupe Rassemblement national, la parole est à Frédéric Bocaletti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mbembe, nous sommes ravis de vous recevoir ce matin en audition. Bénéficier de l'éclairage d'enseignants-chercheurs sur des sujets complexes et précieux pour éclairer le travail parlementaire. C'est le cas sur l'évolution du continent africain, qu'il est d'ailleurs illusoire de vouloir traiter d'un seul bloc, tant il est divers et multiforme. Vous noterez que, contrairement à ce que vous avez pu écrire dans un passé récent, nous aimons le débat et la diversité des analyses, singulièrement au sein de notre groupe Rassemblement national. Plus précisément, sur la perspective de la politique du président de la République sur le continent africain, je souhaite vous interroger. Une politique qui, avouons-le, ressemble de plus en plus à un échec spécifique en Afrique de l'Ouest ou au Sahel. Vous qui écriviez tant craindre la violence, celle-ci semble s'être accélérée ces dernières années dans la région, où la tension est à son comble. Pas moins de 6 coups d'État ont eu lieu en 4 ans. L'édifice diplomatique et militaire bâti par la France dans le cadre du G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme s'est effondré. Les tensions interethniques et interconfessionnelles sont exacerbées et elles ont même été ravivées, hélas, par certaines de nos interventions. À ce titre, lors de l'opération Serval, nos troupes ont dû s'interposer entre l'armée malienne et les populations locales lors de leur entrée dans Kidal pour éviter un massacre. Monsieur Mbembe, devant cette commission, le chef d'état-major des armées françaises appelait à revoir totalement la politique de la France en Afrique. Aussi, nous sommes très intéressés par votre regard sur la perception de la politique de la France dans les pays francophones. Au-delà de nos divergences, c'est votre avis de chercheur qui nous importe pour savoir par quel chemin, selon vous, la France pourra-t-elle renouveler en profondeur et non pas seulement en façade sa politique en Afrique. Je vous remercie. Monsieur Mbembe, vous avez la parole. Alors, merci, monsieur le député. Je dois dire que beaucoup de choses ont été faites. Ces jours-ci, il est très difficile d'ouvrir la presse sans tomber sur une critique ou l'autre de la politique africaine de la France. Cela fait 3 ans que je travaille dans ces milieux-là. Et je vais vous dire, j'y étais rentré avec l'idée que, bon, c'était plus ou moins négatif. Mais ce n'est pas vrai que rien n'a été fait sur la longue durée. Et depuis 2010, pour le dire ainsi, il y a d'innombrables chantiers qui ont été ouverts, dont on ne parle pas du tout, dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'éducation, domaine des technologies numériques, dans le domaine des industries créatives et culturelles, en matière de restitution des œuvres d'art, en matière de réconciliation des mémoires, en matière de mise en place de nouveaux dispositifs de partenariat économique avec les acteurs économiques africains, en matière de plaidoirie au niveau international en faveur de la réforme de la gouvernance des institutions financières internationales, en matière de dette, etc. Il y a de nombreux chantiers qui ont été ouverts. Les résultats, évidemment, ne sont pas les mêmes d'un chantier à l'autre, et il faudrait qu'on essaye d'analyser pourquoi les choses ont réussi ici et pas là-bas. Et donc, je ne voudrais pas donner l'impression que rien n'a été fait ou qu'il n'existe pas de base à partir desquelles réinventer la relation. Il existe néanmoins un certain nombre d'obstacles, et vous en avez évoqué. Il y a des obstacles internes à l'Afrique. J'ai parlé tout à l'heure
du passage à un nouveau cycle historique. Et les contradictions qui émergent de, disons, ce passage, ce basculement dans un nouveau cycle historique, ce sera aux Africains de les régler. Je le disais tout à l'heure, et cela ne vaut pas que pour la France, la plupart des acteurs externes vont devoir assumer en Afrique un rôle secondaire. Pourquoi? Parce que, effectivement, les forces internes au continent sont en train de prendre le dessus sur l'évolution de leur propre société. Et donc, d'où effectivement l'idée d'une juste distance qui constituerait effectivement à solder tous les chiffons rouges. J'en ai évoqué quelques-uns, les bases militaires, le franc CFA en particulier. Il faut solder ces histoires-là. Ce sont des outils, à mon avis, et de l'avis de beaucoup d'observateurs, qui ont fait leur temps, mais qui sont devenus contre-productifs. La France doit avoir le courage de régler cette histoire du franc CFA et des bases militaires et réinventer une politique de coopération monétaire et de coopération militaire qui repose, cette dernière, sur une conception élargie à la fois de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Ceci est possible et c'est faisable. Peut-être manque-t-il à l'appel le courage et l'imagination, alors il faut aller les chercher là où elles se trouvent. Ce serait ça ma réponse à votre question. Mais je ne suis pas de ceux qui croient que rien n'a été fait. Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Christelle Dintorni. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Membe, je tiens à vous remercier au nom du groupe Les Républicains pour votre présence aujourd'hui qui a ouvert des perspectives très intéressantes. Vous avez indiqué que l'Afrique était rentrée dans un nouveau cycle de son histoire dans lequel la France ne jouerait qu'un rôle secondaire. Dès lors, même si vous avez un petit peu déjà répondu à la question, pensez-vous que ce cycle enclenché l'est par une nouvelle forme de souverainisme africain ou bien par la mutation des acteurs présents en Afrique où la France se voit petit à petit remplacée par la Russie et la Chine ? Quels sont, selon vous, les facteurs endogènes ayant mené à ce nouveau cycle de l'Afrique ? Pensez-vous que des ajustements pourraient être apportés pour assurer une présence militaire occidentale plus efficace et surtout respectueuse des souverainetés nationales dans ce contexte de crise ? Et enfin, comment percevez-vous l'état actuel de la démocratie en Afrique ? Et comment voyez-vous la place de la France dans les décennies à venir ? N'a-t-elle pas vocation à réinventer son rôle d'ancienne puissance historique ? Je vous remercie. Merci. Alors, ça fait beaucoup de questions pour 3 ou 4 minutes de réponse, mais M. Membe, sans doute, vous pourrez répondre sur des sujets peut-être qui n'ont pas encore été abordés. Merci beaucoup, madame. Je voudrais renvoyer quand même au rapport et aux propositions qui ont été faites dans le rapport de Bruno Fuchs. Je voudrais relever un certain nombre de ces propositions. Premièrement, Bruno Fuchs et son collègue proposent d'en finir avec les irritants. Je les ai appelés les chiffons rouges. J'ai évoqué le fait qu'il faut achever la réforme du franc CFA. Elle a commencé, mais elle n'est pas allée au bout. Il faut aller jusqu'au bout de cette réforme du franc CFA. Cela est faisable. Peut annoncer un agenda, effectivement, de fin du franc CFA avec les pays des différentes zones. Il est possible, effectivement, de s'attaquer à la politique des visas. Là également, il y a des rapports qui ont été commandités qui proposent des pistes très concrètes la façon dont cet irritant pourrait être, disons, mis au repos. Et là également, Bruno et ses amis ont fait un certain nombre de propositions que vous devez avoir
lus. Il y a sans doute lieu de revoir le travail que fait l'Agence française de développement en Afrique, qui est d'ores et déjà énorme. C'est un outil absolument fondamental de la politique française de solidarité. Il faut renforcer cette agence française de développement. Et à mon avis, et c'est peut-être là que je diverge un tout petit peu des recommandations de Bruno et de son équipe, à mon avis, accorder à cette agence peut-être un peu plus d'autonomie. Mais bon, c'est un débat qu'il faut avoir, c'est-à-dire aller au-delà du changement de nom et lui accorder davantage d'autonomie, mais l'obliger à changer un certain nombre de ses procédures, notamment celles qui portent sur le soutien aux organisations de la société civile. Donc, il y a une série de pistes de ce genre qui sont explorées. L'idée serait de les mettre en commun et puis de forger un nouveau chemin, à mon avis. Merci. Pour le groupe La France Insoumise, la parole est à François Piquemal. Oui, bonjour Monsieur le Président et bonjour Monsieur Mbembe. Merci beaucoup pour votre propos liminaire. Pour nous, ce cycle d'audition sur l'Afrique, un an après la fin de l'opération Barkhane, est l'occasion de faire entendre que notre ligne était hélas au vu des événements, la bonne depuis le début et de tirer maintenant des conclusions du constat actuel. Pour rappel, la France est encore largement présente en Afrique. Vous l'avez bien dit, c'est les subsides de la France-Afrique qui perdurent, que ce soit du point de vue militaire, économique, culturel, avec actuellement des bases militaires à Djibouti, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal et au Tchad. Sur la question des sociétés africaines et de leurs relations avec le pouvoir et l'extérieur, ces dynamiques ne peuvent être prises en compte sans prendre en essence le rôle de la France dans celle-ci. Et notamment au niveau des coups d'État avec des positions à géométrie variable, que ce soit au Gabon en 2023 ou au Niger en 2021. Et il y a comme point d'espoir des révoltes citoyennes qui ont eu lieu notamment en Guinée et au Tchad, qui doivent nous inspirer pour aller sur la voie que vous avez nommée comme étant celle de la juste distance et qu'on rejoint à plusieurs égards. Et moi, j'aurais trois plutôt à vous formuler. La première, c'est que vous avez été l'auteur d'un rapport demandé par M. Macron, et j'aimerais savoir, suite aux 13 propositions que vous aviez faites, lesquelles ont été retenues. La seconde, c'est au niveau de la coopération scientifique. Pensez-vous qu'il y a des choses à approfondir de ce point de vue-là qui pourraient contribuer justement à cette juste distance entre les États? Et je finis là-dessus. Évidemment, nous sommes face à une urgence qui est celle du dérèglement climatique. Et je pense que nos deux continents, que ce soit l'Europe et l'Afrique, auraient beaucoup à échanger et à faire ensemble pour parvenir à une issue heureuse pour les générations futures. Je vous remercie. Merci. Monsieur Mbembe, vous avez la parole. Merci, monsieur le député. Effectivement, j'avais remis un rapport au président de la République et ce rapport comportait 13 propositions. Nous avons commencé à travailler sur les deux premières propositions. La première concernait la mise en place d'une fondation de l'innovation pour la démocratie. Cette fondation, elle est en place. C'est une petite fondation composée de 8 personnes au siège à Johannesburg, de 3 laboratoires situés au Cameroun, en Côte d'Ivoire, un laboratoire à Marseille pour, l'action en coopération avec les sociétés civiles françaises, et l'année prochaine, un autre laboratoire au Kenya pour l'Afrique orientale et à Maputo pour l'Afrique lusophone.
c'est une fondation dotée d'un tout petit budget d'environ 2,5 millions d'euros par an, qui intervient dans 3 domaines. Un, le domaine de la recherche, parce qu'il faut réarmer la pensée de la démocratie en Afrique, en réponse justement aux grands défis que j'ai relevés lors de ma prise de parole introductive. Deuxième domaine, la formation, parce qu'il faut former. Troisième domaine, l'appui à des initiatives phares qui existent, qu'on ne connaît pas toujours, mais qui méritent appui. L'objectif étant effectivement de consolider les sociétés civiles, parce que l'essentiel de la transformation du continent et de la mise en place des conditions d'un rapport apaisé avec la France dépendent en très grande partie de la consolidation de cette société civile. Et donc, la fondation, elle est en place. En fait, je me trouve à Dakar, là, parce qu'on a une série d'ateliers dont l'objectif est de définir une stratégie genre pour la fondation, celle-ci ayant pour priorité, disons, les jeunes et les femmes. Il y a une deuxième proposition qui concerne la construction à Paris d'une maison des mondes africains. Celle-là, cette proposition, elle est en cours disons, d'exécution. La mission de préfiguration a remis son rapport. Madame Lise Gomis, pour le moment, pilote ce projet qui est absolument important pour la France elle-même, mais aussi, évidemment, pour sa politique de diaspora. On disait tout à l'heure qu'au fond, une partie de ce que l'on appelle le sentiment anti-français naît d'abord en France, avant d'être, disons, exporté, en guillemets, sur le continent. Et donc, il y a des formes d'intervention dans ces milieux, disons, qui sont absolument nécessaires. Et la Maison des mondes africains est également extrêmement importante parce qu'au fond, des domaines qui marchent le mieux dans la relation entre la France et l'Afrique aujourd'hui, les arts et la culture viennent en premier. Ce n'est pas l'économie en tant que telle, ce n'est pas les entreprises, ce n'est pas le domaine militaire, mais là où effectivement il y a un avantage comparatif presque unique par rapport aux États-Unis, à l'Allemagne, à la Chine, et, je ne parle même pas de la Russie, c'est dans ce domaine de la création artistique, intellectuelle et culturelle. Et la Maison des mondes africains aiderait, si elle venait à voir le jour concrètement, effectivement à renforcer cet avantage comparatif. Alors, on est en train de travailler sur d'autres propositions, telles que la mise en place d'un campus nomade et la création sur le continent d'un institut d'études avancées qui se chargerait effectivement de renforcer la coopération scientifique entre la France et le continent, mais sur le continent. Et d'ailleurs, s'agissant de cette coopération scientifique et de la recherche, 2 choses me frappent. D'un côté, l'effort qui est fait par un certain nombre d'organismes français en ce moment, je pense au CNRS, qui a révolutionné en quelques années, surtout au lendemain du sommet de Montpellier, sa politique africaine en mutualisant une grande partie de ses ressources avec les principales universités de recherche africaines. Je crois qu'elles sont 18, regroupées au sein de la ROA. Mais aussi, parallèlement, si vous voulez, le fait qu'il faut redynamiser la recherche africaine dans les institutions françaises. La France a accumulé au cours des 100 dernières années un énorme avantage dans la connaissance des transformations en cours en Afrique dans tous les domaines.
nous sommes en train de perdre cet avantage parce que nous n'avons pas suffisamment investi ou réinvesti dans la recherche africaniste. Or, la politique de la connaissance fera partie effectivement disons, des éléments qu'il faut absolument mettre en place si nous voulons relancer cette relation. Donc voilà quelques idées concrètes, si vous voulez, et quelques pistes de réflexion supplémentaires. Merci, Monsieur Membe. Pour le groupe démocrate, la parole est désormais à Bruno Fuchs, qui est donc co-rapporteur avec Michel Tabarot d'une mission d'information qui va d'être rendue à la Commission des Affaires étrangères avec un travail vraiment très utile. Nous l'accueillons bien entendu avec plaisir dans notre commission. Et peut-être, mes chers collègues, si vous le souhaitez, on peut lui donner un peu plus de temps pour qu'il puisse à la fois nous présenter les grandes lignes de son travail et nous dire finalement quelles sont ses attentes par rapport à notre cycle, notamment sur les points qui ont peut-être moins été abordés sur le rapport, et notamment sur les enjeux sécuritaires. Bruno, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci à la Commission de la Défense. Merci, Président. Merci pour votre accueil chaleureux et votre bienveillance. Et bonjour au professeur Membe depuis Dakar. Oui, je partage ce qu'a dit Achille Membe, notamment sur le fait que beaucoup de choses a été faite depuis de nombreuses années, depuis 2017 notamment, mais que tout ce qui est réalisé en matière, il l'a cité, de santé, de biodiversité, de lutte contre le climat, d'accompagnement à l'entrepreneuriat, aujourd'hui n'est pas entendable ou peu entendable parce qu'on a une série d'irritants, de chiffons rouges, dit Achille Membe, qui polarise toute l'attention médiatique. Et nous, on est donc dans un rôle subi. Ce sont les autres, finalement, qui nous amènent à communiquer sur les questions militaires, sur les questions du franc CFA, alors que les avantages comparatifs qui sont les nôtres, ils sont encore nombreux, même si on a une perte de connaissances très, très forte, comme l'a dit le professeur Membe. Ces domaines-là ne sont pas aujourd'hui valorisés. Donc il faut passer d'un rôle subi à un rôle choisi. Et pour cela, la première chose à faire, ça a été dit par notre collègue LR, il faut réinventer son rôle. En gros, au moment des indépendances, De Gaulle propose un contrat, une offre stratégique qui est très claire, qui est dépassée aujourd'hui, mais qui est très claire. On offre l'aide et la sécurité des régimes, pas des États, donc des familles et des régimes, c'est quand même très, très identifié. En échange de quoi, on demande une loyauté aux pays africains, notamment dans les votes à l'ONU. La chose est très claire, elle est très simple et elle est en gros assez respectée. Arrive une autre ère et François Mitterrand qui propose d'abord de baisser la garantie, puisqu'il dit « moi je ne vais donner de l'aide qu'aux pays, je vais défendre que les États et plus les régimes ». Et puis il donne une nouvelle conditionnalité, c'est qu'il dit cette aide et la sécurité, elle va être donnée principalement aux États qui vont faire preuve d'efforts en matière de démocratie. Ce qui est très vertueux dans le principe, mais qui dans l'application, et on le voit encore aujourd'hui, on est obligé de gérer encore ces incohérences, donne des situations dans lesquelles on applique cette règle très fortement pour certains États, et on n'applique pas du tout pour d'autres. Bon, on donne pas mal d'exemples, mais prenez par exemple la Guinée équatoriale, avec laquelle on ne parle quasiment plus, en tout cas François Hollande avait refusé de parler au président Obiang, alors que le voisin du Gabon, on a des relations privilégiées dans tous les domaines politiques, économiques, de renseignement, etc., alors même que les régimes, sans être comparables, sont assez voisins, en tout cas, dans leur façon de fonctionner. Donc ces incohérences-là font qu'aujourd'hui, on est illisible et on manque donc d'une redéfinition de notre offre stratégique. Je ne vais pas faire plus d'éléments sur le rapport, pour lequel on a peut-être l'occasion de parler, mais c'est sur ce plan-là que je voulais interroger Achille Membe. Lui parle de juste distance, je trouve que c'est juste, mais il faut nourrir ce concept de juste distance. Et puisqu'on est à la Commission de la Défense, dans son propos liminaire, Achille Membe a parlé de conception de la sécurité élargie. Qu'est-ce que ça veut dire en termes réellement, concrètement, cette sécurité élargie? Quand on prend la question du Niger, où on avait 1500 forces à proximité de la capitale, de Niamey,
qu'on n'a pas empêché, je sais pas, c'est factuel, hein, je ne dis pas qu'il fallait le faire, mais qu'on n'a pas empêché un coup d'État, qu'on n'est pas capable de rétablir le président Bazoum. Vous êtes au Sénégal, à Chile, en Côte d'Ivoire, dans les pays voisins. On se dit, si la France n'assure pas la sécurité au Niger, alors on a 1500 forces armées, vers qui nous devons nous tourner pour assurer notre sécurité? Donc, est-ce que la France est encore un partenaire solide pour assurer notre sécurité? Donc, cette question-là, je vais l'adresser ici à la Commission de la Défense pour voir comment, aujourd'hui, notre offre sécurité peut être enrichie, nourrie, définie et surtout crédible et légitime. Très bien, merci pour cette intervention et tous les travaux, bien entendu, qu'on a regardé avec détail pour s'inscrire dans une logique de complémentarité. Monsieur le professeur Membe, vous avez la parole. Je crois que l'intervention de Bruno montre très bien la complexité du problème. C'est vrai que la plupart des régimes africains, dans les pays francophones en tout cas, mais on le voit aussi, moi j'ai passé une grosse partie de ma vie dans le monde africain anglophone, et je vis en Afrique du Sud, je le vois plus ou moins là-bas aussi. La plupart des régimes politiques africains sont en quête de sécurité. Sécurité, d'abord pour les classes dirigeantes en place, éventuellement pour les États à la tête desquels ces classes se trouvent, sécurité à tout prix, y compris si celle-ci doit s'effectuer aux dépens de leur société. En fait, il y a un énorme conflit qui n'a cessé de s'aggraver entre les États et les sociétés. Le rapport de force, il y a un rapport de force qui a connu des évolutions assez rapides au cours des 30 dernières années, un rapport de force qui est néanmoins à l'avantage des États, c'est-à-dire, au fond, des classes qui les dirigent, et qui sont tout à fait inamovibles, dans la mesure où on peut en retracer la généalogie jusque, disons, au moment de la colonisation. C'est-à-dire que le renouvellement des élites au pouvoir en Afrique, ce renouvellement n'est pas à la mesure, disons, de l'évolution démographique de ces sociétés. Je lisais il y a quelques jours les résultats du dernier recensement au Sénégal. 13 millions de Sénégalais sont âgés, disait le recensement, de moins de 15 ans. Dans la plupart de ces États, les classes dirigeantes consistent en une classe d'hommes en général, évidemment, âgés. Il y a un décalage formidable entre la demande de sécurité des régimes, des classes dirigeantes, et la demande de sécurité, de protection des populations, si vous voulez. Et donc, si la France doit, disons, rentrer dans la compétition sur le marché de l'offre de sécurité, elle doit savoir que, à plusieurs égards, elle se mettra à dos les populations. Si, effectivement, l'offre ou la demande centrale, c'est la sécurité des régimes établis. Alors, les autres concurrents, la Russie, bon, la Chine, elle n'est pas très impliquée dans ce domaine, sauf ici, là, j'imagine, à Djibouti. La Chine n'a pas de base militaire en Afrique. L'Allemagne non plus. La Russie vend à celui qui veut acheter. Donc, il va falloir réfléchir davantage à ce que, qui est-ce qu'on veut, quel type d'offre de sécurité on veut apporter à tout cela.
Mais vous voyez très bien que ce n'est pas une question facile. Merci. Mais Allez-y, professeur. Professeur, vous avez terminé votre propos, je suppose. Oui, non, j'ai terminé. Très bien, merci. En tout cas, merci pour votre réponse. Pour le groupe socialiste, la parole est à Mélanie Thomas. Merci, Monsieur le Président. Merci, professeur, pour votre exposé. Chers collègues, au nom du groupe socialiste, je tiens à saluer le fait que nous commencions ce matin notre cycle d'audition sur l'Afrique. Ce cycle d'audition répond à un besoin réel d'alimentation des travaux de notre commission parlementaire sur ce qui est un sujet majeur des relations internationales et de la géopolitique. Le 27 février 2021, Mohamed Bazoum, alors candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, remporte le second tour de l'élection présidentielle nigérienne avec 55,67% des voix, face à Mahaman Ousmane, ancien président du Niger et candidat du Renouveau démocratique et républicain. Si Mohamed Bazoum a remporté l'élection à l'échelle du pays, il reste minoritaire au sein de Niamey et son électorat se trouve principalement dans les régions rurales du Niger. Sans doute que le collègue des Affaires étrangères a esquissé une partie de la réflexion que je souhaite mettre en avant. Mais en tout cas, ce que je souhaitais dire, c'est que lors du coup d'État, il n'y a pas eu de soulèvement populaire pour soutenir ce président face aux militaires. Ma question est la suivante. Y a-t-il un lien sociologique entre ce faible niveau de soutien politique de Mohamed Bazoum dans la capitale et la faiblesse de la révolte populaire dans les rues de Niamey suite au coup d'État? Est-ce que, en somme, l'absence d'opposition au coup d'État dans les rues de la capitale serait due au fait que le peuple de la capitale était déjà opposé au président? Je terminerai mon propos en rappelant que le groupe socialiste se tient aux côtés du président Bazoum. Il exprime toute sa solidarité à son égard et aux côtés de la CEDEAO, nous en appelons à sa libération. Enfin, nous soutenons toute médiation pour le rétablissement des institutions démocratiques au Niger. Je vous remercie. Merci, chers collègues, sur cette question concernant le Niger. Et peut-être que le professeur Membe, vous pourrez nous faire part de votre évaluation de la réaction française suite à ce coup d'État. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Mais disons, il n'y a pas de réaction particulière à partager à ce sujet. Je crois que le choix a été fait d'évacuer le Niger. La situation était intenable. Le président Bazoum n'a rien à faire en prison et il faudrait qu'il sorte de prison. Quant au coup d'État, je crois que en général, ils ne sont pas exactement les mêmes partout. Dans un certain nombre de pays où les processus de réforme ont été bloqués, il y a un vrai désir de coup d'État. Mais les coups d'État, comme je l'ai également souligné, ne sont pas la réponse aux multiples crises auxquelles le continent fait face. Et donc, l'effort doit porter sur la recherche d'options qui garantissent aux sociétés africaines, disons, des conditions de sécurité élargies. Et la proposition que nous faisons au sein de la Fondation de l'innovation pour la démocratie et d'autres forces qui soutiennent l'agenda démocratique en Afrique, la proposition, c'est que seule une démocratie substantive permettra justement d'enraciner la démocratie sur le continent et assurer suffisamment de paix et de stabilité pour que le continent puisse
marcher sur ses propres jambes et donc résoudre la question de la demande de souveraineté. Je pense qu'il n'y a pas d'autre voie raisonnable que celle-là. Mais peut-être je suis en train de prêcher pour ma petite chapelle. Merci, monsieur le professeur. Pour le groupe Lyot, la parole est à Christophe Negelen. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, parce que les propos ont déjà été extrêmement riches et intéressants. Monsieur Membe, bonjour. L'Afrique, elle est vaste et elle est diverse. On peut le constater, vous l'avez confirmé, la baisse flagrante de l'influence française au profit de la Russie, au profit de la Chine, suivant les territoires. Ma question, elle est simple. À votre connaissance, quels sont les pays où l'influence française a le plus baissé? Je dirais les deux, trois pays. Quels sont ceux où elle reste forte? C'est-à-dire qu'encore une fois, j'imagine que la situation n'est pas étale dans tous les pays d'Afrique et donc que l'influence de la France, elle aussi, est différente suivant le pays où on se trouve. Et en fin de compte, suivant ces deux types de pays, comment expliquer l'évolution différente de la situation? Merci, monsieur le professeur. Merci, monsieur le député. Vous avez absolument raison. Le problème, c'est qu'on ne dispose pas d'études très fines de ces différentes situations. Ce n'est pas vrai que l'influence française est en déclin partout en Afrique. Ce n'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a des pays où, effectivement, il y a une brouille tout à fait profonde. J'ai évoqué les irritants mots de Bruno, les chiffons rouges. Il faut s'attaquer à ces chiffons rouges et disons, trouver des solutions. Mais c'est vrai que dans un certain nombre de bourgeois en Afrique du Sud, l'influence française, elle est en hausse quant à ce qui touche au rapport économique et au développement des industries culturelles et créatives. Dans un pays comme le Cameroun, qui est un pays très jaloux de son indépendance, où il y a une critique de la France très forte, là également, dans le champ de la culture et des arts, les choses sont très, très différentes de ce qu'elles pourraient être, par exemple, au Mali. Mais on ne dispose pas d'une étude fine de ces situations variées. Il faudrait y arriver. L'autre chose, Bruno le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de chantiers qui ont été ouverts. Je dînais hier soir ici à Gorée avec l'ambassadrice de France au Sénégal. Et à la fin du dîner, elle me disait, figurez-vous, monsieur le professeur, nous ne disposons qu'une base de données concernant les actions que nous menons dans un pays comme le Sénégal. C'est-à-dire un endroit, je ne sais pas, sur Internet, on appuie sur le bouton et on a une vue exhaustive de tout ce qui se fait dans tous les domaines, combien ça coûte, etc. On n'a pas ce type d'outils. Mais il ne suffit pas d'avoir ce type d'outils. Il faut tisser autour de ces interventions un récit cohérent. Il faut les mettre en cohérence. Et je pense que une des choses qui a manqué depuis 2017, c'est que l'ensemble des réformes qui ont été introduites n'ont pas fait l'objet d'un récit cohérent. Il y a une absence de mise en cohérence. Et cette absence de mise en cohérence, elle est due fondamentalement, non pas à la mauvaise volonté, mais, disons, à l'affaissement de nos connaissances des évolutions récentes du continent. C'est-à-dire que nous connaissons nos connaissances au sujet de
des transformations en cours en Afrique, ces connaissances, nous en avons de moins en moins. Nous connaissons de moins en moins l'Afrique. Or, nous ne pourrons pas intervenir utilement en Afrique pour nos intérêts et pour les intérêts des Africains au milieu de cette espèce d'ignorance qui s'accroît et qui débouche sur l'incapacité à articuler un récit cohérent et palpable et lisible au sujet de ce que nous y faisons. Et dans ces conditions, évidemment, comment s'étonner que les fausses informations, les fake news et tout le reste, disons, prolifèrent. Merci, monsieur le professeur. Pour le groupe Horizon, la parole est à Jean-Charles Arseneur. Merci, monsieur le président. Merci, professeur, de vos premières réponses. Je voudrais déplacer la focale vers l'est du continent, m'étant intéressé cette année dans le cadre d'un rapport parlementaire à la situation de Djibouti. Vous savez que la France renégocie actuellement, comme du reste les Américains, un traité de coopération avec Djibouti. Nous avons une spécificité dans cette relation bilatérale avec Djibouti, c'est que nos forces sont très présentes au sein de la population, que nous avons une clause de défense qui amène nos forces françaises stationnées à Djibouti à assurer, en vertu du traité qui nous lie, la protection du territoire djiboutien. C'est un cas unique par rapport à d'autres pays que vous avez cités tout à l'heure, par exemple la Chine, qui n'ont pas ce genre de clause. Comment vous voyez Djibouti dans cet espace et la relation de la France avec Djibouti dans la durée? Et je pense aussi à l'environnement régional, avec peut-être une analyse qui pourrait m'intéresser de votre part singulièrement sur la situation de l'Éthiopie, qui est aujourd'hui en proie à des crises multiples depuis déjà quelques années et qui ne semble pas en voie de s'améliorer. Merci. Monsieur le professeur. C'est une question extrêmement intéressante. Merci, monsieur le député. En fait, il y a comment dire, un géoespace qui va du flanc atlantique, c'est-à-dire la Mauritanie, jusqu'à Djibouti, la mer Rouge. Et au fond, si on accepte, si vous voulez, l'est du Congo, c'est le long de ce couloir, ce large couloir, qu'aujourd'hui, les turbulences les secousses les plus importantes en Afrique ont lieu. Secousses importantes en termes de guerre, en termes de circulation des armes, en termes de politique de la force, et en termes de crise environnementale et écologique, en termes de dislocation des populations, ainsi de suite. Du coup, au fond, on a affaire non pas à des crises nationales, non pas d'ailleurs à des crises sous-régionales, mais à des crises horizontales qui font que ce qui se passe au Soudan, par exemple, le Soudan est en cours d'implosion, n'a pas seulement des conséquences sur le Darfour, mais aussi sur le Tchad, mais aussi sur le Niger, mais aussi sur le Mali, etc. Il y a des lignes de continuité qui, pour les observateurs avertis, sont tout à fait claires. Vous avez évoqué l'Éthiopie. L'Éthiopie est un pays en guerre depuis, je ne sais pas, au cours depuis que l'empereur Haïlé Sélassié a été déchu. L'Éthiopie est en guerre. Les guerres pseudo-révolutionnaires à l'époque de Mengistu, au lendemain de la chute de Mengistu, jusqu'à la partition de l'Érythrée, la fédéralisation du pays, et aujourd'hui, et tout ce qui se passe en Tigré. Mais parallèlement, ces guerres n'ont pas empêché l'Éthiopie de développer une des économies aujourd'hui en Afrique qui enregistre
disons, des chiffres de croissance assez intéressants. Alors, c'est quoi la relation entre tout cela et disons, les faits de guerre? Quel est l'apport de la Chine dans ce qui se passe? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Mais alors, Djibouti, dans tout cela, que vous dire? J'imagine que c'est à vous de nous dire à quoi répond Djibouti dans tout cela. J'ai l'impression que Djibouti, la présence militaire à Djibouti, Djibouti tourne le dos en fait à cet énorme couloir que j'ai essayé de définir rapidement, et que peut-être dans le cadre de la stratégie indo-pacifique, Djibouti pourrait jouer un rôle, mais je ne sais pas lequel. C'est à vous de nous le dire. Pour ce qui est néanmoins des autres bases militaires présentes sur le continent, tout le monde aujourd'hui s'accorde à dire qu'il faut réviser la politique de présence militaire française en Afrique. Il faut ouvrir cette discussion largement avec les États africains, avec les armées africaines, avec les sociétés civiles africaines et françaises, et arriver à inventer de nouvelles formes de coopération militaire qui reposent une fois de plus sur une conception élargie de la sécurité humaine. Bien, merci monsieur le professeur. Nous en avons désormais terminé avec les orateurs de groupe. Il nous reste 5 questions que je vais prendre de manière groupée pour que vous puissiez y donner une réponse consolidée. La parole est à Delphine Lingemann. Merci monsieur le Président. Merci professeur pour toutes les informations que vous avez bien voulu nous communiquer sur les enjeux du continent africain. Je voudrais évoquer avec vous l'enjeu du renouvellement des élites que vous avez mentionné, et en réponse aux défis économiques, sécuritaires de l'Afrique. Ce renouvellement passe par la formation des jeunes générations, et la France a longtemps été, il me semble, un pays privilégié ou un partenaire privilégié au niveau universitaire notamment. Je voudrais évoquer le CERDI, qui est le Centre d'études et de recherche sur le développement international, qui regroupe des enseignants du CNRS, de l'IRD, de l'Université Clermont-Auvergne, mais aussi FICA+, qui est le prolongement du forum de l'IHEDN. Je voudrais vous poser une question très simple. Aujourd'hui, où en est-on des relations universitaires entre l'Afrique et la France? Et concrètement, comment la France pourrait-elle resserrer ses liens avec l'Afrique à ce niveau-là et optimiser également son influence de façon indirecte? Je vous remercie. Monsieur le professeur, je prends les 4 autres questions et la parole est à Michel Martinez. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, chers collègues. J'aimerais vous interroger sur l'évolution d'un pays qui était autrefois au cœur de ce qu'on appelait le France-Afrique, le Sénégal. Les élections auront lieu en 2024 et le président Macky Sall semble très contesté par une partie de la population qui lui reproche précisément sa proximité, réelle ou supposée, avec Paris. En mars 2021, des manifestations anti-françaises ont éclaté dans tout le pays. Des enseignes comme Auchan, Eiffage ou Orange ont été mises à sac. Plus récemment, l'Institut français de Ziguinchor a été incendié. Bien des facteurs peuvent expliquer cette situation. Une forme de tutelle économique notamment, qui est mal vécue. Les francs CFA en cours au Sénégal sont ainsi imprimés par la Banque de France. Monsieur Mbambe, quel est votre regard sur l'évolution de ce pays et pensez-vous que la politique de Macky Sall pourra perdurer? La France ne risque-t-elle pas de perdre un allié de plus dans la région? Je vous remercie. Merci. La parole est à Jacqueline Maquet.
Pardon, le micro de notre collègue n'a pas été éteint. C'est bon, là? Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Professeur, pour cet exposé éclairant. Votre travail sur l'interconnexion entre les mythes ancestraux africains et les enjeux contemporains notamment, dans votre dernier ouvrage, La communauté terrestre, offre une perspective fascinante sur la façon dont les sociétés africaines peuvent contribuer à la compréhension globale des problèmes actuels, notamment comme la crise écologique. À votre avis, comment les narratifs et la sagesse des mythes africains peuvent-ils éclairer et influencer les transformations actuelles des sociétés africaines, notamment dans leurs relations avec le pouvoir et l'extérieur? Et quelle place devrait-il occuper dans la formulation des politiques et des stratégies que façonne l'avenir du continent? Merci. Merci beaucoup. La parole est à Emmanuel Fernandez. Merci, Monsieur le Président, professeur Mbembe. Je vous remercie également pour la qualité de votre propos et les éclairages précieux que vous nous apportez aujourd'hui. J'aurais pour vous une question d'actualité. L'armée malienne a annoncé hier sa reconquête de la ville de Kidal, qui était considérée jusqu'ici comme le bastion imprenable de la rébellion. Depuis plus de 11 ans après en avoir été chassé par les rebelles indépendantistes du mouvement national de libération de l'Azawad et les islamistes d'Ansar Eddine, l'état-major des forces armées du Mali a indiqué ce 14 novembre à la mi-journée que ses soldats ont pris position dans la ville de Kidal, appelant la population au calme et à la sérénité. Alors ma question serait de savoir, professeur, quel est selon vous l'état d'esprit, déjà dans un premier temps, de l'armée malienne elle-même, et par ailleurs, quelle est la perception de l'armée régulière malienne et par extension du pouvoir central par les habitants du nord du Mali après plus de 10 ans d'opérations militaires aux côtés, et cela a été largement abordé, des militaires français dans le cadre des opérations Serval et Barkhane. Je vous remercie. Merci. Et enfin, pour une dernière question, la parole est à José González. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Depuis plusieurs années, la présence française en Afrique se délite, le plus souvent par une vague de contestation militaire dont il n'est pas nécessaire ici de revenir dessus. En effet, ma question s'oriente plutôt vers l'avenir, car de nombreux pays abritent encore et toujours des bases militaires françaises dans le cadre des coopérations militaires sur ce continent, berceau de l'humanité. La France présente à Djibouti, nous l'avons dit, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal ou encore au Tchad, participe en effet activement à la stabilisation de ces zones, mais aussi au perfectionnement de l'entraînement des militaires, des capacités de défense, de commandement, de renseignement et de logistique des pays hôtes. Des coopérations qui, in fine, sont une aide cruciale apportée en matière de sécurité. Monsieur le Directeur, à l'heure où certains pays africains font le choix de se détourner de la République française et, par extension, de l'ONU, préférant dès lors l'autoritarisme russe ou l'opportunisme chinois, comment les pays africains envisagent-ils la lutte contre le terrorisme, le maintien de la paix et la sécurité de leur population à l'avenir? Et enfin, que doit faire la France afin d'éviter que cette vague de contestation ne déferle à l'avenir sur les pays qui sont encore ses alliés? Je vous remercie. Merci à tous les 5 pour votre parole. Je ne vois pas d'autres questions. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Ce sont toutes des questions extrêmement intéressantes. Et je m'excuse de n'avoir pas le temps de les aborder en profondeur. Commençons par la coopération universitaire. Alors, comme toujours, en fait, la situation, elle est très contrastée. C'est pas comme si rien n'a été fait. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont en cours, d'université à université, dans lesquelles beaucoup d'argent en particulier est impliqué, mais surtout beaucoup d'énergie et de bonne volonté. Il reste quand même un certain nombre d'obstacles structurels qu'il faudrait garder à l'esprit. Le premier obstacle, c'est que, au fond, il y a de moins en moins de jeunes étudiants français qui s'engagent à étudier l'Afrique. Il y a une nette diminution du nombre de doctorants français, par exemple, qui choisissent
de travailler sur l'Afrique ou sur des sujets ayant un rapport avec l'Afrique. Il y en a de moins en moins qui sont disposés à ou disposent de moyens pour y faire du terrain, c'est-à-dire passer du temps à apprendre les langues africaines, séjourner auprès des objets d'études, y passer du temps, recueillir, procéder à la sorte d'ethnographie qui était mise, par exemple, à l'époque coloniale. Et donc, le niveau et la qualité des connaissances françaises sur l'Afrique, tout cela est en baisse. S'y ajoutent évidemment les obstacles que nous connaissons tous, l'obtention des visas en particulier, au point où, effectivement, la plupart du potentiel intellectuel et scientifique africain est aujourd'hui happé par des réseaux différents, en particulier les réseaux états-uniens et les réseaux chinois. On ne se rend pas compte à quel point est-ce que le chiffre des étudiants africains en Chine a augmenté au cours des 10-15 dernières années. Et donc, il y a cette réalité de l'assèchement des flux de connaissances françaises sur l'Afrique qui est, à mon avis, un phénomène tout à fait inquiétant, parce qu'il aura des conséquences nécessairement sur la politique d'avenir de la France en Afrique. Alors, mais tout ceci dit, je dois relever une fois de plus le nombre d'initiatives qui sont en cours. Madame la députée, vous en avez cité quelques-unes. Il y en a plusieurs autres dans le domaine sciences dures. En particulier, je évoquais tout à l'heure la nouvelle approche du CNRS. Dans les sciences humaines, il y en a très peu, malheureusement. Et c'est dommage parce qu'on en paiera le prix plus tard. Et donc, il faut réactiver, à mon avis, il faut réinvestir dans ce domaine en privilégiant la mise en place au sein même du continent de pôles régionaux de production des connaissances et en appuyant tous les projets qui visent à favoriser la circulation intracontinentale des étudiants et des chercheurs. Alors, pour ce qui est du Sénégal, le Sénégal est à un point de bascule, ça c'est évident. Le Sénégal a été pendant très longtemps un symbole de fierté pour tous les Africains. Que l'on pense par exemple à la contribution sénégalaise à l'intelligence africaine, Senghor, Cheikh Hamidou Kane, Cheikh Anta Diop, etc., etc. Le Sénégal a été également un symbole du point de vue des avancées démocratiques sur le continent. Ce n'est plus tout à fait le cas. Pour toutes sortes de raisons qui seraient très longues de développer ici. Les élections se préparent pour le début de l'année prochaine. Et donc, ces élections seront un moment décisif pour l'histoire de ce pays et auront sans doute des effets sur la relation avec la France parce que, qu'elle s'y implique ou pas, la France va être pointée du doigt, de toutes les façons. Et donc, l'idée serait que toutes les forces soient réunies pour qu'on ait une élection libre et transparente, pour que les Sénégalais puissent choisir eux-mêmes, disons, leurs dirigeants. D'ores et déjà, un débat est en cours
entre les différents candidats. Il est clair que différentes propositions sont sur la table. En tout cas, je pense que ce sera aux Sénégalais de régler ce problème. Mais c'est ici également que la théorie de la juste distance, on en a parlé depuis le début, pourrait être mise à l'œuvre dans ce cas précis. Elle ne suppose ni ingérence ni indifférence. Pour ce qui est de la question concernant le Mali, oui, j'ai appris moi aussi que l'armée malienne se trouve désormais à Kidal. Au sein de l'opinion africaine, parce qu'il existe désormais une opinion africaine. Au sein de l'opinion africaine, le sentiment est que le Mali doit préserver son unité. Et je dois dire que de tout ce que j'ai lu hier soir et ce matin sur les réseaux sociaux, la présence de l'armée malienne à Kidal, elle est saluée par beaucoup. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une victoire décisive sur les opposants au régime à Bamako? Je n'en sais rien du tout. Je crois, comme je l'ai dit au départ, qu'on est rentré dans un cycle long et qu'il faut s'attendre à tout. Tout est ouvert, au fond. Je crois que pour une fois, il est vrai que en Afrique, tout est désormais possible. Le pire comme le meilleur. Et qu'on assistera sans doute à des renversements de situation, qu'il s'agisse du Mali, du Niger ou du Burkina Faso, et que pour le moment, rien n'est clôturé, si vous voulez. Alors, oui, alors vous évoquez mon dernier livre, La communauté terrestre. Oui, effectivement, le livre s'efforce en cette ère de combustion du monde, si vous voulez, puisque c'est cela l'autre nom, effectivement, du dérèglement climatique. Le projet consistait à réouvrir ces archives souvent négligées, les archives de l'Afrique, et à essayer d'y trouver des alternatives qui nous permettraient de répondre d'une autre façon aux grands défis planétaires. Cela, effectivement, qui touche l'ensemble de la communauté terrestre, les humains comme les non-humains, et qui permettrait de repenser ce que l'on pourrait appeler une politique du vivant. Et je pense personnellement que la démocratie, dans sa forme substantive, est le dernier nom du vivant. Et que, au fond, Bruno parlait dans son rapport avec son collègue d'une offre stratégique. Si la France devait faire une offre stratégique à l'Afrique, celle-ci, à mon avis, devrait nécessairement être ancrée dans ce souci du vivant que ce livre s'efforce de, disons, déchiffrer. Parce que la politique de la force en elle-même ne suffit plus. La politique des instrumentalités, qui est le propre des rapports purement économiques, tout cela est important, mais ne suffit pas. La France aura un avenir en Afrique si elle essaie faire à l'Afrique une offre de sens. Et s'agissant justement de cette offre de sens,
je crois que le vivant, l'action pour le vivant, en représenterait la quintessence. Et autour de cette préoccupation, de ce souci pour le vivant, il serait possible effectivement de réenchanter et de rebâtir un horizon commun. Je crois qu'il faut se situer à ce niveau si effectivement on veut donner à la France et à l'Afrique la chance de se rencontrer et de continuer d'écrire une histoire qui est loin d'être terminée. Et donc, je voudrais m'arrêter là, Monsieur le Président, et vous remercier une fois de plus de m'avoir invité à contribuer à cette quête. Bien, mais écoutez, merci beaucoup, monsieur le professeur, pour ces échanges et même, parfois, on peut dire, ces paroles de sagesse qui constituent une bonne introduction à notre cycle sur l'Afrique et qui montrent qu'on a encore beaucoup de débats à trancher. Et on retient votre dernière phrase, finalement, sur notre offre stratégique. On est parfois sur des éléments très concrets, très matériels, mais il y a aussi sans doute une quête de sens à avoir sur ce nouveau partenariat. Et on retient bien votre proposition que ce sens, on va dire, s'articule autour de la quête du vivant, effectivement, de ces nouveaux horizons communs que nous avons à développer ensemble avec des destins qui sont si liés. Voilà, les conditions en visio n'étaient pas tout à fait idéales, mais je crois que les principaux messages sont passés et on espère vous rencontrer à l'occasion d'un de vos prochains passages en région parisienne. Mes chers collègues, je vous propose désormais de nous retrouver dans un quart d'heure à 11h pour un échange avec des chercheurs africains qui sera cette fois au format présentiel et visioconférence. Merci beaucoup encore une fois, monsieur le professeur, et bonne journée à vous à Dakar. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, messieurs et les dames, les députés, et à très bientôt.